Jusqu'à ce qu'un groupe de militaires entre et l'annonce à la télévision nationale, personne ne voulait y croire, tellement il était omniprésent, tellement il était fort, il était indéboulonnable, son pouvoir semblait autocratique. Idriss Déby Itno, l'ancien président de la République du Tchad, est passé de vie à trépas, a été inhumé, enterré dans son village. C'était mardi dernier, après des obsèques savamment dosées et bien orientées, bien organisées par sa nation vendredi, des obsèques qui ont vu la participation de plusieurs chefs d'État africains, de plusieurs représentants de chefs d'État africains également. On en parle ce matin dans le cadre de cette émission du grand débat qui s'ouvre en nous, et pour répondre à plusieurs interrogations qui tournent autour naturellement de la répression populaire quelques jours seulement après son inhumation dans son village, je reçois sur ce plateau comme invité Célestin Ndiamène, président national de la PAR. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de Camdis TV. C'est un plaisir d'être là de nouveau sur le plateau de Camdis dans ce grand débat. J'espère que nous serons tous à la hauteur des clarifications que sont en droit d'attendre nos téléspectateurs. Et c'est des questions très pointues, très intéressantes, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique aussi. Donc j'espère que les attentes seront parfaitement comblées. Merci beaucoup de m'avoir invité. D'accord, merci. Le second invité sur ce plateau du grand débat aujourd'hui, ce dimanche 2 mai 2021, sur la Républicaine. Je reçois en second invité Moussi Alphonse Eric, secrétaire général de JDC, de la JDC UPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tout le monde, bonjour à nos panélistes qui sont ici présents et à tous nos téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Merci. D'accord. Alors, le troisième invité sera avec nous dans un très court instant. Il s'agit naturellement d'Akonosé Descartes, communiquant au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On prend une touche pause à la régie et on revient juste derrière le décor. À tout de suite. Alors, retour sur ce plateau du grand débat sur la plus républicaine des télévisions Camdis. Alors, Célestin Ndiamène, la première question, je la pose à vous. N'Djamena a vécu au rythme des obsèques, on va le dire ainsi, il y a 2 semaines après la surprise qui est venue, le moment du recueillement d'Idriss Déby. Et les gens se posent toujours les questions, les gens se demandent pourquoi avoir choisi, on va le dire ainsi, de ne pas respecter la Constitution, de ne pas mettre à la place le président de l'Assemblée nationale tel que la Constitution tchadienne le prévoit. Non, mais il faut être sérieux, parce que prévoit la Constitution tchadienne? Évidemment, elle prévoit qu'en cas d'empêchement, en cas de vacances ou en cas de décès du président de la République, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim. Mais la Constitution tchadienne ne prévoit pas qu'en cas d'empêchement, de décès ou de vacances, concomitamment d'invasion de territoire par des troupes rebelles, il y a succession du président de la République. C'est un cas très spécial. Il y a un vide juridique. Au Tchad, il y a concomitamment assassinat du chef d'État en exercice et, comment dirais-je, invasion du territoire par des troupes rebelles.
Est-ce que la constitution tchadienne le prévoit? Non. Dans ce cas-là, que font les hommes? Les hommes s'adaptent à la situation. Ça n'est pas prévu par la constitution. Évidemment, quand vous êtes en train de manger votre petit plat d'ondolé... Qu'est-ce qui n'est pas prévu? L'assassinat du président? L'assassinat, alors, c'est-à-dire qu'adoubé, ajouté à l'invasion du territoire. ouais. Et donc il y a une armée rebelle qui entre, qui pénètre sur le sol et prétend aller vers N'Djamena, donc vers la capitale, pour s'emparer du pouvoir. Ça n'était pas prévu par la Constitution. Ouais. Donc dans ces cas-là, les généraux qui sont en place maintenant, qui étaient déjà sur le champ de guerre, ont cru devoir, ça c'est leur façon de voir les choses, continuer, n'est-ce pas, à diriger la guerre, donc en mettant une transition de 18 mois. Et le président de l'Assemblée nationale lui-même dit qu'il n'est pas, entre guillemets, apte à gérer ce genre de situation, qu'il renonce, qu'il remet le pouvoir, qu'il prend acte du pouvoir établi par le CMT. Tout simplement. C'est lui-même le successeur constitutionnel qui dit qu'il n'est pas apte à gérer une telle situation imprévue par la Constitution. On applique donc quelle Constitution? La question que je me pose, on applique quelle Constitution? Puisqu'il y a un vide juridique. Évidemment, dans ce cas-là, les hommes, c'est un peu comme si vous êtes en voiture sur la route, vous avez la priorité, il y a un chauffard fou furieux qui fonce vers vous, vous dites j'ai la priorité. Allez-vous accepter de mourir parce que vous avez la priorité ou vous allez prendre un chemin de traverse pour éviter la mort? Vous trouvez une situation idéale pour échapper à la mort, malgré que vous ayez la priorité. Donc c'est une situation de fait qui se pose là, et il faut bien évidemment conjuguer avec. On peut toujours s'asseoir sur son petit banc, je suis républicain, je suis ci, je suis ça, c'est bien beau. Mais la préservation de la vie est au-dessus de la préservation des textes. La Constitution, fut-elle inscrite dans un marbre, n'est pas plus important que votre vie. Si les rebelles pénètrent dans un pays, une horde de sauvages, et prétend suspendre tout, y compris la Constitution, mais vous avez le devoir de tenir votre vie, de conjuguer et de trouver une solution. Les gens qui veulent me faire croire que ils sont plus républicains que les républicains en disant qu'il fallait absolument mettre en place, convoquer le Parlement, installer le président de l'Assemblée nationale, etc. Alors que les gens sont en train de converger, armés, les rebelles armés, sont en train de foncer vers vous, mais ça obéit à quelle logique? C'est quelle logique ça? La vie est plus importante que tout. Entre deux valeurs, on choisit la plus importante. Entre un papier entre guillemets, entre un texte constitutionnel et la vie des gens qui est menacée, qu'est-ce qu'on préserve? Dites-le moi, qu'est-ce qu'on préserve? Dans l'absolu, il faut toujours une constitution, bien sûr, il faut la respecter en temps ordinaire. Les lois ordinaires sont faites pour gérer les temps ordinaires. Là, c'est un cas spécial. Mort d'un président en exercice, invasion du territoire. Est-ce que la Constitution a prévu cela? D'accord. Voilà la vraie question. Ok, d'accord. Alors, Alphonse Moussi, est-ce que de votre côté, vous adhérez à cette solution, on va le dire ainsi, du Conseil militaire de transition qui prend le pouvoir parce que les circonstances, on va le dire, les circonstances qui se présentent à nous démontrent clairement que le président de l'Assemblée nationale ne peut pas exercer parce que premièrement, il estime qu'il n'est pas prêt. Est-ce que vous adhérez à cette solution-là du Conseil militaire de transition? Ok, je pense bien que le Tchad est en situation d'urgence actuellement et il faut prendre des mesures fortes. Comme Célestin venait de le signaler tout à l'heure, lorsqu'on est en période de transition, vous savez que ce sont des périodes très très sensibles. Délicates. Donc il faut mettre sur pied le point de passage. Qu'est-ce que j'entends par point de passage? C'est-à-dire sortir d'une situation d'impasse à une situation réelle. Parce qu'actuellement, au Tchad, on ne peut pas appliquer la Constitution. Pourquoi? Parce que les rebelles sont en train d'envahir le pays. Et du coup, il faut mettre en place des situations d'accalmie. Et vous notez également que toujours en Afrique, on a ce problème de rebelles qui revient à tout moment. Dans tous les pays africains, on note toujours ce mot rebelle. Est-ce que dans des pays occidentaux, ça existe? Non. Pourquoi toujours chez nous? Pourquoi ces rebelles qui sont équipés, qui sont, je peux dire, hautement équipés, comment ils se retrouvent toujours dans nos pays pour causer la zizanie? Un président est décédé, le pays est sous le choc. Et au lieu que des frères
se calment pour régler dans la paix de la situation. Et vous voyez à quel pied ça peut aller. Donc moi, je pense que les mesures que les autorités tchadiennes doivent prendre doivent être fortes pour déjà gérer la situation d'urgence et revoir maintenant la constitution du pays. Alors, ça veut dire que actuellement, la constitution peut être oubliée, parce qu'il faut le rappeler, le Conseil militaire de transition a suspendu la constitution, il a dissous le gouvernement également, il a dissous l'Assemblée nationale, mais il a conservé les partis politiques. Célestin Diamène, comment lire, comment analyser cette grille de lecture? D'abord une dissolution du gouvernement, ensuite une dissolution de l'Assemblée nationale, ensuite une suspension de la Constitution qui devrait être le cahier ou alors l'élément qui nous permet d'aller vers l'avant. Comment interpréter ça? La Constitution est suspendue. Oui. Elle n'est pas supprimée. Est-ce qu'elle n'est pas suspendue au bénéfice du Conseil militaire de transition? Non, puisque, sauf si on veut lire dans la mare de café, si on veut faire un procès en sorcellerie aux militaires, ils ont dit qu'ils sont là pour 18 mois. Et que ce délai sera respecté. Évidemment, on est en politique, on peut dire ce qu'on veut, et puis après, ils prennent goût au pouvoir, un peu comme Robin Gay, qui finalement s'est porté candidat à la prochaine mandature. Mais en vacances du président, la Constitution dit 90 jours. Ça, c'est la Constitution qui est suspendue, qui le dit. Encore une fois, ce qui est sûr, c'est que la Constitution, en l'état juridique des choses, ne pouvait pas être appliquée, puisque elle a prévu que le cas de vacances d'un président soit tué, empêché ou d'un pouvoir vacant. On ne prévoit pas au même moment le cas où une rébellion s'y ajoute. C'est pas prévu. Regardez bien la Constitution tchadienne. Moi, j'étais au Tchad. On a été reçu au palais des 15 par M. Déby et à son palais privé. On l'a reçu. Et j'ai eu le temps quand même de jeter un œil sur la Constitution tchadienne. Et je peux vous dire que dans le cas d'espèce, les gens comparent avec la situation des États-Unis. Pendant la guerre de sécession, il y avait la guerre et puis on n'a pas, piétiné la Constitution. Mais est-ce que les États-Unis n'avaient pas prévu le cas où, en cas de guerre, parce qu'il y avait une vraie tension à l'époque, il y a de cela 150 ans, où il y avait le sud esclavagiste et le nord qui était beaucoup plus libre. La Constitution américaine avait prévu cela, mais la Constitution tchadienne n'a pas prévu cela. Un républicain normal respecte le vide juridique et fait acte aux hommes de prendre la situation équivalente, idoine, pour sauver les vies. Même si je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, même si la Constitution est écrite dans un marbre, quand la vie de l'homme est en jeu, on doit faire fi des lois et des textes. On ne peut pas discuter dans l'abstrait. On fait la Constitution pourquoi? Pour pour préserver les hommes dans une cité. Si les hommes sont menacés de vie, de mort, par une horde de sauvages qui convergent vers eux, notamment vers la capitale, comme l'ont dit les rebelles, ils n'ont renoncé à rien, eh bien, on prend une décision humaine. La décision humaine aujourd'hui, c'est que le CMT s'est engagé pas pour expédier, mais pour gérer ces situations inédites pendant 18 mois. D'ailleurs, ils ont même nommé un Premier ministre. Ils sont même très démocrates, puisqu'ils ont nommé un Premier ministre qui a pour rôle, en principe, de constituer son gouvernement. Même si on pose la question sur les 15 membres qui constituent le Conseil militaire de transition, en cas de constitution d'un gouvernement, que feront les 13 autres membres, puisque M. Mahamat Idriss Déby est chef de l'État, dans le cas d'espèce. Maintenant, que feront les 13 autres généraux qui sont dans le CMT? On peut se poser la question. Mais M. Pahimi, Padaké, n'a pas encore constitué son gouvernement. Mais le civil, il y a déjà un civil. Et je rappelle que c'est la réhabilitation de la primature qui avait été suspendue en 2018 par M. Idriss Déby. Donc on réhabilite dans le cas d'espèce pour bien donner des gages de démocratie. On nomme un civil comme Premier ministre, donc pour gérer le gouvernement. Le gouvernement gère le pays, quand même. Le chef de l'État, et c'est le chef de l'exécutif, mais il y a un gouvernement qui gère au quotidien la cité. Ils l'ont fait déjà. Maintenant, attendons 18 mois. À l'issue de 18 mois, on verra s'ils respectent le délai qu'ils ont eux-mêmes consigné devant Amondovision. Donc la question est claire. Est-ce que les rebelles ont renoncé? La réponse est non. Les rebelles prétendent qu'ils sont plus requinqués que jamais. Or, dans une telle situation, que font les Tchadiens? Il faut trouver une solution. Et la solution, pour moi, pour l'instant, il faut la respecter.
respecter. À l'instar du président de l'Assemblée nationale, il faut respecter sa solution en espérant bien sûr qu'ils respecteront eux-mêmes le délai qu'ils ont prévu. Donc moi ce que je veux dire c'est que aujourd'hui le Tchad, c'est pratiquement 15 millions d'habitants. Bon, il y a une dizaine de manifestants, ou disons une centaine de manifestants qui sont exprimés en N'Djamena. On regrette la répression parce que personne ne peut être pour la répression. Et pire encore pour les victimes, personne. Mais je veux dire que quand un citoyen a le droit de manifester, ça c'est son droit constitutionnel. Mais quand vous êtes conscient de la situation grave, mortelle de votre pays, vous n'allez pas rajouter, donner le bâton à l'adversaire pour vous finir, pour vous battre. Non. Quand on est un citoyen vraiment patriote, on ne voit pas quand l'ennemi pénètre chez vous, on fait chorus, même avec votre adversaire. On fait chorus pour barrer la voie à l'ennemi. Mais quels sont ces citoyens qui manifestent en temps de guerre pour renverser un pouvoir fragile? Il y a l'ennemi qui avance vers vous pour vous tuer tous et vous manifestez. C'est un droit, je le précise. Mais manifester en cas d'urgence, en cas de problème existentiel d'un pays, me semble un peu irresponsable. Alors je vous relance. Même si je ne peux pas approuver les tueries et la répression, ça c'est clair et net. D'accord. Mais le risque, quand même, est inacceptable. D'accord, je vous relance. Est-ce qu'il y a possibilité quand même pour Mahamat Idriss Déby qu'après pratiquement 17 mois, le dernier mois, il décide de démissionner de son poste de président du Conseil militaire de transition par ricochet de ses fonctions de général d'armée et de se présenter comme candidat à Non, l'élection il a été présidentielle, clair. Aucun des membres du Conseil militaire ne sera candidat. même s'il démissionne? Mais s'il démissionne, il est membre des chefs de l'État. S'il démissionne, écoutez, on va lire entre les lignes. S'il démissionne, comme ici fait un retrait tactique pour après se présenter, il aura floué tout le monde. Donc on ne sera pas dupe de ça. Non, je crois que dans le texte, dans l'esprit de ce qu'il voulait dire, il voulait dire qu'aucun des militaires, des généraux présents dans le Conseil militaire de transition ne sera candidat. C'est pour dire qu'ils ne sont pas là pour s'accaparer du pouvoir. Ils sont là pour gérer la situation inédite qui se pose actuellement au Tchad. Je suis en train de dire que il ne faut pas préjuger négativement ce Conseil militaire de transition. Je ne dis pas qu'il faut donner un chèque en blanc non plus. Soyons réalistes. De tenir compte de la situation exceptionnelle qui sévit actuellement au Tchad et de se dire on prend acte pour 18 mois. Et puis, bon voilà, il a déjà donné des signes de confiance parce qu'il a nommé un civil, M. Padaké, qui était déjà Premier ministre à l'époque et qui était candidat à l'élection présidentielle, de l'opposition bien sûr, et qui est là pour constituer un gouvernement. Ça, ce sont des signes qui augurent quand même d'un préjugé favorable pour les militaires. Donc, pour moi, quand les rebelles seront neutralisés, en tout cas mis hors d'état de nuire, dans ce cas-là, les Tchadiens pourraient reprendre confiance et on pourrait restaurer l'ordre constitutionnel. On ne peut pas me demander à moi, quand mon pays est menacé d'existence, de respecter une constitution qui est en dessous de la vie des gens. Moi, je veux d'abord que ta vie, que ma vie, que votre vie soit préservée. Ensuite, c'est les citoyens en vie qui vont appliquer la Constitution. Si la Constitution existe, c'est pas pour gouverner les moutons, les chèvres ou les cannes à sucre, c'est bien pour gouverner les humains. Mais si les humains sont massacrés, excuse-moi, franchement, ça n'a aucun sens. Puisqu'on a inventé la Constitution pour régler la vie en société, les grands équilibres de la vie politique. Maintenant, la vie politique, la société politique est constituée des hommes et des femmes qui tiennent à leur vie. Donc les gens sont en guerre, donc ils tuent tout le monde. La guerre, c'est la guerre, quoi. Hein? Votre vie doit être préservée. Donc la solution du CMT est une solution de circonstance. Et d'ailleurs même, personne ne peut me démontrer que la Constitution n'a pas été appliquée, puisqu'elle ne prévoyait pas ce contexte-là. Parler d'un texte sans y inclure le prétexte, ça devient un prétexte. C'est pas normal. Soyons des humains et regardons les choses de manière pragmatique et concrète. D'accord. Alors, Alphonse Moussi, vous qui êtes secrétaire général, on va le dire ainsi, d'un parti ou alors d'une faction d'un parti politique, est-ce que ça ne vous gêne pas, au niveau du Cameroun bien sûr, est-ce que ça ne vous gêne pas le fait que cette grille, on va le dire ainsi, cette situation soit présente du côté du Tchad? Si la situation avait été présente au niveau du Cameroun, est-ce que vous auriez le même langage que maintenant? Bien sûr.
Je pense que déjà, le Cameroun et le Tchad font partie de la sous-région. Et vous connaissez les relations qu'il y a entre ces deux pays. Et je pense que si le Tchad est touché, pratiquement le Cameroun, je prends l'exemple de Boko Haram. Tout le monde connaît l'engagement qu'il y a eu le président Idriss Itno Béby par rapport à cette situation vis-à-vis du Cameroun et vis-à-vis de son pays. Donc je pense que si la situation prévoyait dans mon pays, le Cameroun, j'aurais vraiment le même langage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en période de guerre, la guerre ne connaît pas la constitution. La guerre ne connaît pas, comment je vais dire, la guerre ne connaît pas des limites. Et pourquoi accepter, suivre les lignes écrites? C'est les citoyens qui font la constitution. C'est les citoyens qui font la constitution. Et la constitution est là pour des citoyens, pour donner une ligne droite. Imaginez-vous un instant que vous ne pouvez pas manger chez vous, vous n'avez pas d'eau à boire, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et vous pouvez appliquer une constitution dans des moments pareils? Je pense non. Donc je pense que si la situation telle se présentait au Cameroun, je devrais avoir la même position. Du fait que la situation soit résolue, comment dirais-je, le problème soit résolu, que des solutions puissent se trouver d'abord pour éviter peut-être une catastrophe. Parce que ces rebelles qui avancent ne viennent pas pour jouer. Ils viennent s'accaparer du pouvoir des populations et autres. Et personne ne peut imaginer ce qui peut suivre. Donc moi je pense que la ligne est claire. Vraiment, laissons ces militaires faire pendant le délai qu'ils ont donné. Je pense 18 mois, c'est pratiquement 1 an et demi. Et nous verrons la suite. Mais déjà, je pense qu'ils sont en bonne posture pour remettre le pays sur les rails, pour faire revenir la calmie dans le Tchad et maintenant s'asseoir pour constituer un nouveau gouvernement. Alors, Célestin Diamène, le président du conseil militaire, Mahamat Idriss Déby Itno, le conseil militaire de transition, a annoncé il y a cela 2 à 3 jours la tenue d'un grand dialogue national qui devrait naturellement permettre au Tchad de repartir sur de nouvelles bases en incluant naturellement les acteurs de la société civile. Alors, pour vous, qui sont ceux qui auront le profil pour faire partie de ce grand dialogue national? Mais ça dépend du résultat du grand dialogue national inclusif. Quand on dit inclusif, ça veut dire que ça inclut toutes les forces, je suppose. Forces même religieuses, pourquoi pas. Ouais. Toutes les forces du pays qui ont leur mot à dire. Donc, c'est la raison pour laquelle le grand dialogue national va précéder la mise en place, et ils l'ont annoncé, de la CNT, le Conseil national de transition. Ce n'est pas l'un avant l'autre. D'abord, le grand dialogue national, à l'issue duquel le fruit des débats issus, n'est-ce pas, de ce grand dialogue seront appliqués à travers la mise en place d'un Conseil national de transition. Ça me semble parfaitement logique. Donc, dans la situation actuelle, ce grand dialogue s'imposait. Cela suppose, en amont, que les rebelles aient été neutralisés, parce que la situation sécuritaire est primordiale. Le premier des droits des hommes, c'est d'abord la sécurité. Si Joël n'est pas en sécurité, si Alphonse n'est pas en sécurité, si N'Djamène n'est pas en sécurité, on ne peut pas entrer dans ce studio. Hein. Je regrette de le dire. Donc votre premier droit de l'homme, c'est même pas de manger, c'est d'être en sécurité. Parce que si vous n'êtes même pas en sécurité, vous ne pouvez même pas manger. Vous ne pouvez rien faire. Parce que votre vie est menacée. Donc la priorité, c'est d'abord de préserver la sécurité des Tchadiens et partant de l'intégrité du Tchad. Je rappelle que les rebelles viennent du Tibesti. Et ils ont leur base arrière, en Libye. Monsieur Mahamat Mahdi Ali est en partenariat avec le général maréchal Haftar, qui est l'un des protagonistes de la guerre en Libye. On ne peut donc imaginer une excroissance de la Libye dans le nord tchadien. Parce que comme ils sont protégés par les Libyens, par la mouvance de M. Haftar, il n'est pas impossible que si ces gens prennent le pouvoir, qu'ils livrent le Tchad en quelque sorte à la Libye. Alors que la Libye s'est délivrée du Tchad avec justement Idriss Déby en 90, rappelez-vous. Donc aujourd'hui, c'est une question d'abord d'existentialisme. Le Tchad doit d'abord exister, et pour réellement exister, il faut quand même assurer la sécurité. Vous avez raison de faire allusion au grand dialogue national qu'a cité M. Mahamat Idriss Déby dans son allocution. Bien sûr, c'est vraiment la pierre angulaire.
Parce qu'à l'issue de cela, on aura ce que pensent les religieux, les hommes politiques, la société civile, les forces, les élites, on va dire, communautaires. Tout le monde sera invité. Et bien, à l'issue de ça, il y aura une composition, il y aura un acte de sagesse qui va conduire un gouvernement provisoire. Et ensuite, il y aura tout simplement les élections libres et transparentes, à l'issue desquelles, n'est-ce pas, sera élu un homme ou une femme dont le peuple aura décidé le sort, tout simplement. Donc voilà le cheminement, ce qui me semble parfaitement compréhensible, qui me semble un cheminement de bon sens. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que les gens vont dans des débats académiques, des débats un peu vaseux et creux. Non, la situation du Tchad nécessite un peu de sursaut intellectuel pour comprendre que je gère quelle situation là. Ok, on a écrit un texte, mais la situation qui m'arrive n'est pas prévue par ce texte. Et j'applique donc quel texte? On fait comment? Dieu merci, nous sommes nés avec une certaine intelligence, l'homme doit faire preuve d'intuition, de génie, de bon sens pour préserver sa vie et celle des autres. Voilà la réalité du Tchad. Parce que il faut éviter. Le débat sur la Constitution n'a rien à voir. N'a strictement rien à voir. Si on vient chez moi me tuer, je ne vais pas scander que le code pénal interdit la violation de domicile. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais si j'ai mes enfants, ma femme avec moi, je vais tout faire pour dérouter les cambrioleurs ou les tueurs et préserver la vie des miens et la mienne. Et je trouve la solution, y compris tuer ceux qui veulent nous tuer. Parce que c'est une situation de fait. Les lois humaines sont par nature imparfaites. La loi ne prévoit pas tout. Seul Dieu a tout prévu dans la nature. Mais l'homme, quand il écrit des lois, elles sont par nature réformables ou amendables, puisque l'homme n'a pas d'intelligence parfaite. Il y a des situations qu'on ne peut pas prévoir. Quand elles arrivent donc, écoutez, on s'adapte à la situation, avec le peu d'intelligence que Dieu nous a donné. Donc, se livrer à un débat républicain et comment dirais-je, académique vaseux, pour moi, est irresponsable. Pour faire croire qu'on n'est pas républicain, non. On est républicain quand la situation présente est prévue par la Constitution. Par exemple, d'ailleurs, je vous prends parallèlement le cas de l'Égypte. M. Morsi était un président démocratiquement élu, issu des frères musulmans. Pourquoi la communauté internationale a accepté le coup d'État de M. Al-Sisi? Répondant à ma question, pourquoi est-ce qu'on accepte un cas abusivement, je veux dire, anti-républicain, anti-constitutionnel? On essaie de tirer à boulet rouge sur le Conseil militaire de transition. Ça n'a pas de sens. Regardez en Côte d'Ivoire en 97, M. Gueye, il renverse quand même, par un coup d'État, M. Bédier. Et ça, l'Union africaine l'a accepté. Pourquoi? ATT a renversé, je ne sais pas qui à l'époque, on l'a accepté aussi. Parce qu'ils ont intégré la situation de fait du pays. Et qui a renversé Idriss Déby, non, puisque vous étiez au Tchad dans la mission d'observation? Mais ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il est mort sur le champ de guerre? Ou est-ce que c'était un règlement de compte au sein de sa garde présidentielle? La question reste posée. Est-ce que ce n'est pas la France qui a... Parce que la France avait aussi pour mission de fournir à l'armée tchadienne des renseignements. Vous savez que dans une guerre, les renseignements sont primordiaux. Le Tchad n'a pas les moyens militaires, n'a pas la maîtrise de la surveillance aérienne pour avoir les informations sur l'ennemi. Donc, je rappelle que la France a une base militaire à Bétché et en N'Djamena. Je rappelle que le dispositif fondamental de l'opération Barkhane, c'est en N'Djamena. Est-ce que ça ne ressemble pas à un coup d'État? Orchestré par qui? Le président Qui de serait la l'auteur? République a quand même une garde rapprochée, il a une Oui, garde républicaine. c'est pour ça qu'on ne peut que faire des hypothèses aujourd'hui. Moi, je considère que, ça c'est mon opinion très personnelle, il y a eu assassinat. Comment voulez-vous? Nous sommes en guerre. Dans le cas de le maréchal Déby, le maréchal Déby n'était pas dans une zone de combat. D'abord parce que c'est le chef de l'État. Il ne se met pas en première ligne. En première ligne, on voit les soldats. Il y a au mieux, au pied des capitaines. Mais pas le chef de l'État, même s'il est militaire. C'est une raison de plus pour qu'il soit loin de la zone de combat. Pour justement, s'il est militaire, diriger. Le général n'est même pas en première ligne. Donc ça veut dire que n'étant pas en zone de combat, étant au moment des faits dans une voiture blindée, pourquoi serait-il sorti de sa voiture blindée s'il n'était convaincu qu'il y a accalmie? Et on peut y penser d'autant plus que les rebelles, 2 jours avant son assassinat, annoncent qu'ils battent en retraite stratégique. Donc ils sont en fuite. Comment des gens en fuite peuvent vous tuer?
Et on ajoute, il a été tué en direct. Sous-entendu à bout portant. Donc ça veut dire que soit il y a une deuxième colonne des rebelles qui passait dans une zone, et une information venant de je ne sais qui a tenu informer les rebelles que le président était dans cette zone-là. Et donc ils en profitent peut-être pour arroser l'endroit qu'on leur a indiqué, et donc M. Déby est pris par une balle mortelle en plein front. Mais qui a renseigné ces rebelles? Si c'est eux qui ont assassiné M. Déby, qui les a renseignés? Seule la France détient l'information. Seule la France détient la maîtrise de la surveillance aérienne au Tchad. Il n'y a que la France qui pouvait fournir une telle information aux rebelles. Y aurait-il un coup d'État orchestré par la France, assassinat du maréchal par la France? Ce n'est pas exclu. Mais je dis que, eu égard aux données sur le terrain, je m'étonnerais fort qu'un chef d'État soit en première ligne. C'est tout à fait impossible. On ne peut sortir de sa voiture blindée que si on a l'assurance qu'il y a une accalmie dehors. Sinon, pourquoi sortirais-je de ma voiture blindée? À quoi c'est une voiture blindée? C'est justement parce que quand il y a des combats, pour vous blinder. Et si j'en sors, c'est bien parce que tout est OK. Voilà donc la vraie raison. Moi, c'est mon opinion personnelle, je considère qu'il y a eu assassinat. Mais je n'ai pas encore identifié l'auteur véritable. Est-ce que ça vient de la garde présidentielle? Je pense vraiment que c'est improbable. Est-ce que ça viendrait de la France? Je pense, avec une forte dose de suspicion, que oui. Parce que la France détenait l'information de la progression des rebelles. Il ne peut pas arroser un endroit s'ils ne sont pas sûrs, étant d'ailleurs en fuite, qu'il n'y a pas la principale cible. Ils voulaient M. Idriss Déby. Ils ont prétendu, quand ils ont lancé les hostilités le 11 avril du Tibesti, qu'ils allaient capturer. C'est ce qu'ils ont dit. Qu'ils allaient capturer en N'Djamena Idriss Déby. Donc, étant sur la zone de combat, ayant appris l'information que le président est sur le champ de guerre, eh bien, se sont retournés certainement pour arroser le président. D'accord. Alors, Alphonse Moussi, à qui profiterait le décès d'Idriss Déby Itno au premier degré? Je pense que, comme d'ailleurs tous les pays africains, lorsqu'un président décède, et vous constatez vous-même les circonstances, et selon les enquêtes qui sont menées, le décès peut profiter aux rebelles déjà, qui voulaient que M. Idriss Déby dégage du pouvoir. Et aussi comment je vais dire, les autres puissances qui veulent peut-être le patrimoine du Tchad. Et comment vous interprétez cette trop proximité du chef de l'État, du président français, aux obsèques du maréchal Idriss Déby, cette proximité avec son fils, que d'aucuns interprètent comme étant une sorte de complicité? Je vous sais quand même très aiguisé en matière d'analyse du côté de l'UPC. Qu'est-ce que ça vous augure? Oui, déjà il faut comprendre que dans la plupart des cas d'assassins en Afrique, il y a toujours une main noire derrière. La France est toujours citée, peut-être parfois avec des preuves, parfois sans preuves, mais la proximité, lorsque vous perdez votre parent et que un ami vous approche, cela explique que vous avez vous possédez des relations fortes. Je ne sais pas dans quel sens, ou c'est dans le sens de remerciement, où la France est venue remercier le président actuel, ou alors c'est juste un rapprochement de consolidation. Donc vous voyez que c'est un peu difficile d'établir la vraie raison de cette proximité. Mais en tant que parti politique de l'opposition au Cameroun, principalement, je veux savoir comment vous analysez ça, cet assassinat-là. Comment vous prenez ça? Comment vous percevez ça à l'UPC? Bon, chez nous, à l'UPC, ce n'est pas une chose étrange, les assassinats en Afrique, les assassinats dans nos pays, les assassinats de nos chefs d'État. La plupart de nos chefs d'État périssent par des coups d'État. Et c'est vraiment très regrettable qu'au XXIe siècle, on assiste encore à ce genre de phénomène. L'UPC est contre
a toujours été contre la violence. L'UPC, si nous avions réclamé l'indépendance, c'était pour qu'on vive dans la paix et dans l'harmonie. C'était pas pour qu'on continue à détruire nos frères, à s'entretuer. Donc vraiment, nous, en tant que parti nationaliste, nous sommes contre cette façon de faire. Et lorsqu'on nous entrons dans les analyses profondes, pour répondre à votre question, la situation au Tchad a été un peu délicate. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez les circonstances de mort du président Itno Béby et la prise du pouvoir de l'armée, à un moment on peut se dire qu'il y a des puissances derrière. Puisque vous savez quand même avec moi que Idriss Déby défendait un certain nombre de patrimoines au Tchad. Et beaucoup de puissances n'aimaient pas cela. Et donc, je pense que les enquêtes vont continuer et d'ici peu, peut-être on aura la vraie version de son décès. D'accord. Alors, Célestin Djamel, je veux savoir, d'une manière ou d'une autre, si la France aurait, je vais le dire ainsi, aurait une main cachée dans le décès du maréchal Idriss Déby Itno, selon vous, quel est le profil du candidat que la France souhaiterait avoir à la tête de l'État tchadien? Bon, vous avez le droit d'y faire allusion parce qu'en vérité, l'Afrique francophone a toujours été considérée par la France comme son précaré. À tort, parce que je pense qu'il est plus que temps aujourd'hui de rappeler à cette puissance colonisatrice que nous sommes indépendants. Je parle du Tchad, tout à l'heure, Alphonse y a fait allusion, parce que le Cameroun est aussi concerné. C'est un pays voisin. Et dans le cas d'espèce, ce qui concerne un pays voisin nous concerne aussi directement. Et même si ça n'était pas un pays voisin, je pense que j'aurais été, en tant que panafricaniste, entre autres, directement concerné. Je pense que la France-Afrique doit être mise à mort. Cette relation mafieuse puante qui empêche tout le continent noir de se développer. C'est pour ça que vous parlez de le profil du candidat souhaité par la France. Je comprends votre discours. Enfin, c'est une question que vous posiez. C'est-à-dire que la France a toujours voulu mettre en place des présidents qui ressemblent à leurs souhaits. Donc, un président, des présidents dociles, soumis à leurs consignes, à leurs fameux accords de coopération. Et c'est en cela que je peux saluer au départ la création pour le Cameroun, c'est une parenthèse, de la Sonamine par le chef de l'État, qui a enfourché une piste pour dire aux pays africains qu'on n'est pas condamné à subir ces fameux accords de coopération. Donc, le souhait de la France ne peut et ne doit plus être pris en compte parce que il s'agit d'une élection présidentielle et dans le cas d'espèce, c'est le peuple des électeurs qui décide quel est l'homme ou la femme de la situation. Ce n'est pas la France de le faire. Parce que si la France met en place la personne de son souhait, qu'elle veut, eh bien, elle va vouloir tout le temps contrôler. Je ne peux pas ne pas vous dire que M. Déby, s'il a été assassiné comme je le pense par la France, l'a été parce qu'il a tenu un discours extrêmement, j'allais dire, indépendantiste, entre guillemets. Un discours sur la souveraineté de l'Afrique, du continent. Moi, j'étais au stade, j'ai eu la chance d'avoir été présent au dernier meeting, présent du maréchal Déby, au stade Mahamat, en N'Djamena. Il a pris 5 minutes sur son discours, et ça c'est rare dans une campagne présidentielle d'un président africain. Il a dit que nous, chefs d'État africains, nous avons échoué dans le processus de l'unité de l'Afrique. Mais vous, jeunes, et en particulier jeunes Tchadiens, vous avez le devoir de réussir. L'Afrique doit se réapproprier son destin. Son destin. Ces esclavagistes, ces pilleurs de l'Afrique, ce sont ces mots, doivent comprendre que leur aventure est terminée en Afrique. C'est ce que dit Déby. Il va même encore très loin. Il dit, vous les Tchadiens qui êtes implantés en France et qui touchez le RMI, c'est le revenu minimum d'insertion. D'ailleurs, il ne connaissait pas la dernière initiale. C'est moi qui lui souffle, j'étais juste en face de lui. Il a dit revenu minimum, j'ai dit d'insertion, il a repris. Rentrez au Tchad, nous allons construire le pays ensemble. Donc il s'adressait directement à la France.
Et quand vous rajoutez à cela le discours sur TV5 de 2017, où il dit que c'est la France, c'est Sarkozy qui a assassiné Sarkozy, il a parlé du Darfour, la France était très présente aussi, il dit que ça c'est le Darfour, la Somalie et la Libye sont les causes de l'explosion du terrorisme et du djihadisme aujourd'hui en Afrique. Donc il a un discours directement anti-français, puisqu'il désigne comme responsable de l'assassinat de Kadhafi, n'est-ce pas, la France directement. Donc c'est pour dire que la France ne tolère pas ce genre de, entre guillemets, d'élèves indociles. Donc il y a un lien entre ce discours-là, ou ces discours-là, et son assassinat. Ça c'est mon hypothèse à moi, c'est même ma conviction. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de dire que le profil du candidat de la France, non. Il faut dire que quel est l'homme que les Tchadiens vont choisir. Si le peuple est souverain, et je pense que le peuple tchadien est souverain aussi, il lui revient donc par conséquent de choisir l'homme de la situation. Moi j'étais à la dernière élection présidentielle, il y a eu 10 candidats validés par la Cour suprême. Et sur les 10, les 3 candidats historiques, enfin, opposants historiques, se sont désistés volontairement. Ce n'est pas Déby qui les a menacés. M. Kenzabo, M. Bongoro, Maître Bongoro et M. Comment dirais-je, comment il s'appelle encore, Yoronga, se sont désistés. Donc il avait 6 candidats en face de lui. Et le jour des élections, puisque je les ai observés, moi aussi bien pendant les élections, l'élection des militaires, enfin le vote des militaires et des policiers, les candidats en liste n'ont pas cru devoir envoyer de scrutateurs. En tout cas en N'Djamena. C'est assez fâcheux. Et puis ils vont accuser le président Déby. Non. Donc en vérité, c'est le peuple qui décide de qui va le gouverner plus tard. Voilà la situation. Maintenant, notre rôle, nous, Africains, c'est de comprendre que la France est là pour préserver ses intérêts en Afrique. Le Tchad n'a pas que le pétrole depuis 2003, elle a également l'uranium. Contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas que le Niger qui a l'uranium. Et le Tchad alors. Et bien sûr, l'élevage, l'agriculture, le coton, etc. La France a tout ça. Et la France a des yeux grands ouverts sur le Tchad, comme sur d'autres pays de son précaré, entre guillemets. Donc la France fera tout. Et quand vous écoutez bien le discours de Macron aux obsèques du maréchal, vendredi, il dit que la France ne tolérera pas les agents qui veulent semer la déstabilisation au Tchad. Alors que lui-même, c'est un déstabilisateur. Il est venu donc aux obsèques, non pas de manière symbolique, il est venu pour préserver les intérêts français. Là-bas, vous avez Orange, vous avez Total, qui extrait tout le pétrole tchadien. L'or, vous avez Sageo, Satom. Vous avez des grandes multinationales françaises. Et vous avez des guerres qui sont suscitées par l'Occident, et la France en particulier, pour continuer à mieux piller nos pays. C'est ça l'enjeu de la France, c'est ça l'enjeu dans cette affaire. La France a des intérêts. D'ailleurs, un ancien président français disait que la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Et cette phrase s'applique encore aujourd'hui. Le problème, ce n'est plus les Français. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait pour mettre un frein à tout cela, au pillage? Quand vous m'escroquez une fois, ça marche pour vous. 2 fois, ça marche pour vous. La 3e fois, ce n'est plus vous le problème. C'est moi le problème. Soit je suis tellement bête, soit je suis complètement inconscient. Donc l'Afrique doit se ressaisir et de comprendre où sont ses intérêts. L'intérêt de l'Afrique, comme dans le cas de la création de la Sonamine, c'est d'explorer son sous-sol, de transformer ses produits, de les commercialiser, etc., etc. Le faisant, on agit dans l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Les Français n'ont pas les mêmes intérêts que nous, c'est évident. Et quand un président français pille et tue, c'est pas pour lui personnellement, c'est pour son pays. Et je dirais même qu'il aime son pays, puisqu'il fait tout ça pour son pays. Mais nous, Africains, qu'est-ce qu'on fait? On leur dresse le tapis rouge. Non, ce n'est pas possible. Donc la prise de conscience par les Africains eux-mêmes me semble éminemment urgente. C'est urgent de le faire. On ne peut plus, pendant des décennies, des siècles, accuser la France, mais ils s'en fichent qu'on les accuse. Si sur le terrain, on n'a rien, on n'a pas de dispositif militaire pour empêcher les Français d'agir, on n'a pas d'indépendance technologique, parce qu'ils nous renseignent, parce qu'ils ont leurs avions, leurs drones, là, leurs drones. Et pourquoi on n'a pas de drones, nous? Parce qu'on n'en fabrique pas, certainement. Donc, il nous faut aller vers l'excellence, la recherche fondamentale,
pour inventer nous-mêmes les outils technologiques qui nous permettront un jour de nous affranchir de la Russie, de la Chine, de la France, etc., de l'Amérique. Vous comprenez? C'est ça l'enjeu principal. Parce que tant que l'Afrique n'a pas compris qu'il n'y a pas que l'indépendance économique qui est recherchée, mais elle ne se relèvera jamais. Et les Européens, les Américains, n'ont aucun intérêt à ce que l'Afrique s'industrialise. Parce que si nous devenons riches, puissants, sur le plan militaire, technologique et autres, c'en est fini pour la France, par exemple. Elle va rechuter peut-être au 50e rang. Elle ne sera plus rien du tout. La France n'a pas de richesse du tout. Elle n'a que la matière grise. Imaginez-nous, avec notre matière grise, les talents camerounais que vous connaissez, la diaspora qui excelle dans la société américaine, française, allemande, anglaise. Imaginez-vous qu'on les avait ici, là, que nous avions les académies militaires qui viendraient de nous-mêmes, que nous avions mis en place dans nos universités des pôles d'excellence, des académies de recherche, allant vers la recherche fondamentale, mais après 60 ans de, comment dirais-je, de colonisation, d'indépendance, je veux dire, même si elles ont été fictives, et beaucoup sont restés sur le carreau, Oumyobin est parti, Moumi est parti à cause de ça, Ouandi, etc. Ils ont donné leur vie pour l'indépendance qu'on n'a pas encore réellement. On cherche encore à voir. Donc, il faut impérativement, comme le disait Kwame Nkrumah, ce réarmement moral. S'il n'y a pas de prise de conscience que nous sommes capables de fournir de tels efforts, on n'arrivera à rien du tout. Donc, je le redis ici avec force. Nous sommes pour l'instant que des gros consommateurs. On consomme les instruments militaires. On consomme même les vêtements. On consomme le lait Gigos. On consomme les outils technologiques. On consomme le vaccin des autres. On consomme tous les autres. Mais qu'est-ce que nous produisons en tant qu'Africains alors que les matières premières proviennent de chez nous? Tu ne peux quand même pas avoir un robinet et dire que tu as soif. Ouvre donc ce robinet. Nous sommes assis partout sur des puits de pétrole, sur des pépites de diamants. Regardez à Abomban, partout dans l'Est, le diamant, nous sommes quand même la troisième puissance en termes de richesse diamantifère dans le monde, le Cameroun. Mais c'est exploité par qui? Et l'or du Cameroun, toujours dans l'Est, le fer, le manganèse, c'est exploité par qui? Par ceux-là même qui osent nous aider avec notre argent. Je ne parle même pas du franc CFA et de la recette qu'on fait au trésor public français. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Mais pour arrêter avec ça, il faut que nous prenions conscience que nous sommes une civilisation. L'Afrique pharaonique, l'Égypte des pharaons, l'Égypte noire, avait déjà plus de 4000 ans de civilisation quand les Gaulois vivaient encore dans des grottes. Dans des grottes. Donc c'était un peu comme des sauvages de l'époque. Ces Français, ces Gaulois. Donc on a perdu l'estime de nous-mêmes. On a perdu de vue que l'Afrique est une civilisation. On ne peut pas être à la traîne de la civilisation mondiale si nous sommes le berceau de l'humanité et des sciences. L'Égypte était le berceau des sciences. Partant de cette réflexion-là, on doit comprendre aujourd'hui que la petite France nous contrôle parce que nous sommes mentalement faibles. Nous sommes mentalement arriérés. D'accord. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont plus forts que nous. D'accord. Alors, Alphonse Moussi, je veux savoir, au-delà de ce que Célestin Diamène vient de dire, quel serait, selon vous, le rôle de l'Union africaine dans ce processus de transition au Tchad? Je pense que l'Union africaine doit jouer un grand rôle par rapport à cette transition tchadienne, puisque c'est l'organe suprême qui contrôle l'Afrique. D'accord, elle doit jouer. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle joue son rôle? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce que on a vu dans peu de cas l'Union africaine prendre des décisions pour des grands problèmes africains. Et à un moment, on se pose même la question, c'est quoi le rôle de l'Union africaine? Est-ce qu'elle joue réellement son rôle dans la politique africaine? Parfois, ils sont absents. On ne les ressent pas. L'Afrique connaît des grands problèmes. Et je pense que c'est dans cette institution que des grandes décisions africaines doivent se prendre. Mais habituellement, ils ne sont pas présents. Habituellement, on ne ressent pas l'Union africaine. Voilà un cas récent au Tchad. Dites-moi un peu, quelle a déjà été l'action de l'Union africaine depuis? Le président en exercice de l'Union africaine était présent aux obsèques d'Idriss Déby. Et oui, mais vous aussi, vous pouviez être là le jour J, parce qu'un président est couché. Mais alors, quelle est l'option qu'ils ont prise pour la suite? Et maintenant, pour prévenir ce genre de risque.
moi, honnêtement, je pense que l'Union africaine ne joue pas son rôle dans des problèmes, je peux dire, africains. Puisque, selon ce que Célestin explique, nous avons des écoles de formation chez nous. Nous avions des grands chercheurs. On les voit partout en Occident, aux États-Unis. Mais imaginez-vous un instant qu'on importe les cure-dents au Cameroun. On importe les cure-dents. On avait nos sociétés à l'époque comme Bata ici à Lonka. Ça n'existe plus. On importe les vêtements, on importe tout. Comment pourrait-je se développer? Et quelle est la position de l'Union africaine vis-à-vis de ce développement économique, politique, social? Ils n'ont pas pris position, ils ne prennent pas position. Ils ne prennent pas position. Ils jouent. Je pense que l'Union africaine joue. Je ne sais pas s'ils sont des observateurs ou alors ce sont des acteurs de la politique africaine. Vraiment, moi je suis désolé de dire cela, mais dans des problèmes africains, autant pour moi, l'Union européenne ne prend pas position. D'accord, Célestin Djamène, est-ce que l'Union africaine avait vraiment son mot à dire dans le processus de transition au Tchad? Parce qu'on a vu le G5 Sahel était représenté aux obsèques, était là, la CEAC était là, l'Union africaine était là, mais aucun organisme de la sous-région n'a pris position de façon claire par rapport à cette situation de transition du côté du Tchad. Est-ce qu'ils avaient vraiment le mot à dire? Bon, d'abord, je rappelle que Alphonse Moussi a raison. L'Union africaine est devenue comme une espèce de carpette, de carton-pâte, sans aucun intérêt dans le rôle qu'il devrait jouer pour l'Afrique. D'ailleurs, je rappelle, pour expliquer cela, que l'Union africaine est financée à 80% par l'Union européenne. Vous avez compris l'enjeu. Si vous me financez, je ne peux pas faire autre chose que de respecter vos consignes. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas intérêt à ce que l'Union africaine prenne des directives fortes qui vont faire avancer l'Afrique. Si je vous donne, j'ordonne en même temps. Donc il faut déjà couper les financements de l'Union africaine par l'Union européenne. Premier point. Deuxième point, la CEAC, bon, je crois que Betty Assommo, notre ministre de la Défense, était là, l'obsèque, mais je n'ai pas vu ni Ali Bongo, ni M. Touadéra, ni M. Sassou, je ne pense pas. J'ai vu M. Tshisekedi, j'ai vu le président du Niger, j'ai vu le président du Mali, j'ai vu le président... Tshisekedi était présent en tant que président en exercice de l'Union Oui, ce n'est africaine. pas tous les présidents en exercice qui sont présents à des événements. En tout cas, peu importe, je n'ai pas vu beaucoup de représentants de la CEAC. Donc, ce qui veut dire que la France a géré ces obsèques-là. Oui. Et je rappelle que la présence n'était pas que symbolique. La France, c'est pourquoi elle est là. La France considère que nos États, nos chefs d'État, ce sont des gérants de ces pays-là. Ils ont le titre foncier. C'est un peu comme si je suis à Londres. Vous gérez mon immeuble à Douala ou à Yaoundé, quoi. C'est un peu comme ça qu'ils considèrent l'Afrique. Donc, à partir de là, il est clair que Macron a fait le déplacement. C'est rare de voir un chef d'État aux obsèques d'un président africain. S'il n'est convaincu que ce pays est un pilier pour leur politique france-africaine. Vous comprenez? Donc ils ont été aussi présents à ces obsèques pour dire à Mahamat Déby, le fils, que attention, ton père était notre cheval de Troie en Afrique, hein, tu dois jouer le même rôle sans l'insoumission de ton père. Tu dois être vraiment docile. Hein. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il est venu. Pour dire physiquement au fils que, voilà, tu es un petit blanc en politique, mais je te mets en garde. Si tu fais comme ton père, tu vas subir le même sort. Quelque part. Donc, moi je me dis que l'Afrique manque de structures capables de gérer les conflits interafricains. Regardez en 1992, quand c'est en 98, quand monsieur, comment on appelle ça, l'ancien chef d'État nigérian, Obasanjo, a mis en place les Comog. Les Comog, c'est une troupe extrêmement rare d'ailleurs, à 90% nigériane, qui est allée remettre de l'ordre en Sierra Leone. Rappelez-vous, quand M. Taylor se met la panique là-bas, c'est l'une des rares exceptions. Jamais on n'a vu l'Union africaine agir. Or, le rôle qui lui a dévolu, c'est d'apporter la sécurité, la paix, en fait, de résoudre les problèmes africains. Mais elle ne résout aucun problème. Aucun problème. Donc, à quoi sert-elle? Parce que le budget de l'Union africaine est censé aussi, entre autres, provenir de la cotisation des États. Mais en réalité,
L'Union européenne, sachant bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, elle s'empresse à financer à plus de 80% l'Union africaine. Donc voilà aujourd'hui, nous sommes absents de tout. Évidemment, quand la nature a horreur du vide, la France continue à occuper la place de colon qu'elle a toujours eu vis-à-vis des pays africains, d'Afrique francophone. Parce que tous les pays qui sont un peu développés en Afrique, vous ne voyez pas les pays francophones. Le Nigeria, l'Afrique du Sud, tout ça, le Lesotho, ce pas des pays francophones, comprenez. Donc la France a toujours été ce pays paternaliste, esclavagiste même, qui ne veut jamais que l'Afrique qu'elle a colonisée se développe. Parce que si vous vous développez, c'en est fini pour elle. Mais c'est à nous de finir avec la France. On n'est pas contre la coopération avec les États du monde, mais on est contre les relations de dominé à dominateur, à dominant, si vous voulez. Mais c'est à nous, et seulement à nous, Africains, de le faire. Si le libéraux fait une erreur, l'avant-centre, qui est un peu, qui a du flair, profite de l'erreur et marque le but. Nous ne cessons de faire des erreurs. Il est donc normal que la France marque des buts. Quand elle pille le bois, elle pille le pétrole, elle pille le fer, elle pille le diamant, c'est pour leur pays. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On doit aussi mettre en place ces techniques, au minimum, qui défendent nos intérêts en tant qu'Africains. Or, nous sommes financièrement soumis. On dit aide du FMI, aide de la France, aide de la Banque mondiale. Les aides avec notre argent, ce ne sont pas des aides. On prend votre fric, on prétend vous aider. Non, soyons un peu sérieux. Donc le problème, c'est d'abord nous. La France ne vient pas avec les Kalachnikov. Elle vient, elle impose ce qu'elle a envie de faire et on accepte. Je dis non. Il ne faut pas accepter ça. Ça suffit. Le Rwanda a démontré que c'est possible qu'un pays africain puisse se réapproprier son histoire. Le Rwanda est en train de réussir cette passe-là. Et si le Rwanda le peut, le Tchad le peut, le Cameroun le peut, la Côte d'Ivoire le peut, tous les pays le peuvent. Mais le problème, c'est qu'ils vont installer des gens, des pions à la tête de nos États. Ouattara, qui est un blanc à la peau noire, pour servir leurs intérêts. Et c'est ça l'enjeu principal. Parce qu'on ne veut pas défendre nos pays. Ok, si aujourd'hui, M. Touadéra, le président Biya, le président Sassou, le président Bongo, décident de sortir du CFA, que va faire la France? Elle va faire quoi? Elle ne pourra rien faire. Je dis bien, elle ne pourra. Elle va massacrer tous les Africains. Il faut du volontarisme politique. Et le cas du Tchad aujourd'hui est une expérience qu'il va falloir qu'on exploite à fond. La mort du maréchal doit nous servir de leçon. Le maréchal, quoique coopérant avec la France, à son cœur, à son corps défendant, était quand même quelqu'un qui était, sur le plan panafricain, assez visionnaire et qui voulait quand même l'autonomie de l'Afrique, tout au moins centrale. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné, entre autres. Et il faut donc tirer des leçons, de se dire que ce qui arrive avec le Tchad aujourd'hui, parce que c'est le Cameroun qui est visé. Le Cameroun est dans le viseur de ces gens-là. Ils n'arrivent pas à cerner le Cameroun. Par tous les moyens, ils veulent déstabiliser l'Afrique centrale. Vous voyez, si Touadéra y a échappé, c'est parce qu'ils ont pris de nouvelles alliances avec les Russes. Regardez bien. Si les Russes n'étaient pas là, je ne dirais pas que le Cameroun doit faire autant, mais je dis que c'est une démonstration que si les Russes n'étaient pas en Centrafrique, M. Touadéra ne serait plus là aujourd'hui, puisqu'ils ont monté Bozizé pour envahir, gâter l'élection présidentielle centrafricaine. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc, le Cameroun doit savoir qu'il est visé par la déstabilisation. Donc, on doit se préoccuper de ce qui se passe au Tchad. C'est très important. Ce qui se passe chez nos voisins peut se passer chez nous. D'accord. Alors, on va continuer finalement. Depuis pratiquement quelques jours, on a assisté à une insurrection populaire du côté du Tchad qui s'est soldée avec, sur le carreau, 2 morts et quelques blessés graves. Je voudrais savoir comment sortir de cette impasse. Nous ne sommes qu'à 2 jours, pas 2 jours, mais quelques jours, on va le dire ainsi, après que le Conseil militaire de transition est entré en jeu. On enregistre déjà 2 morts et quelques blessés graves. Quelle serait la solution pour sortir de cette impasse? Ok, bien merci. Je pense que le pays est un peu dans les troubles, puisque lorsque
le baobab tombe. Si votre père meurt maintenant, le chef de famille tombe, ça peut arriver que des enfants se mettent à... Mais je pense que la position prise par des militaires pour ramener l'harmonie dans le pays est claire. Que les citoyens essayent d'être patients. Parce qu'il est quand même difficile de gérer la crise contre les rebelles et en même temps l'insurrection populaire. Je pense que le peuple tchadien, ce sont des frères, ils doivent se parler. Et donner un peu de temps aux militaires d'organiser des élections et de remettre le pays sur pied. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans la route, c'est pour manifester. Et lorsque vous manifestez en rue, ça peut créer beaucoup de troubles. On peut noter des blessés graves, des représailles militaires, puisque les militaires ne vont pas rester bouche bée. Ils vont chercher à calmer la population et du coup, vous avez vu, on a eu 2 cas la dernière fois. Et ce que je peux dire, c'est que la population doit être patiente. Qu'elle soit patiente en attendant que les militaires essayent de repousser les rebelles et de ramener l'harmonie dans le pays. Ah, d'accord. Célestin Jamène, Alphonse Moussi pense que la solution pour sortir de cette impasse serait de sensibiliser la population sur le fait qu'elle soit patiente. Est-ce que l'expression, est-ce que la patience serait la panacée au problème d'insurrection populaire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça pour qu'on ait un ordre totalement rétabli au Tchad? La situation est délicate, elle n'est pas ordinaire. C'est une situation qu'on vit tous les jours parce que nos querelles en temps ordinaire sont nos querelles, elles sont tout à fait naturelles. C'est normal que l'opposition critique le gouvernement, c'est son devoir. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, le pays va dans la dictature. Donc il faut que l'opposition joue son rôle et critique le gouvernement. C'est son rôle. Mais je préfère une opposition constructive, républicaine, forte, qui respecte la stabilité et l'intégrité des institutions du pays. C'est un peu comme quand vous avez un immeuble, il y a plusieurs familles qui y habitent, plusieurs locataires, mais assurons-nous qu'il y a les belles fondations, les fondations fortes. Et parce que si elles ne sont pas fortes, l'immeuble peut tomber en ruine et tout le monde sera tué, opposant et pas opposant. Donc, cette fondation pour moi, si je transpose ce raisonnement sur le plan politique, ce sont les institutions. Nous sommes pour la République. La République nous rassemble. Si Joël est d'une obédience politique, Alphonse est d'une autre, j'en suis d'une autre, ça c'est le jeu politique. Mais qu'est-ce qui nous rassemble? Nous avons un pays. Nous avons les valeurs de la République. La République nous rend forts. D'ailleurs, même quand nous envoyons nos enfants à l'école, qu'ils soient du SIF, du MRC, d'APA, ou je ne sais pas, de l'UPC, nos enfants vont suivre les mêmes cours, non? Si le prof est tendance UPCiste, il ne doit pas faire valoir ses convictions UPCistes à l'école. L'école, l'éducation, c'est la République. Les institutions, c'est la République. L'ambassade du Cameroun appartient à quel parti? Le vert ou jaune appartient à quel parti? Ça appartient au Cameroun. On ne peut pas terner l'image d'une nation sous prétexte qu'on n'aime pas un gouvernement. Les gouvernements sont de passage par définition. Le Cameroun est là, donné par Dieu. Nous devons respecter la volonté de Dieu, respecter les institutions de la République, respecter la République. La République ne peut pas faire l'objet d'un débat. Ce qui peut faire l'objet d'un débat, c'est un programme politique. Parce que chacun a le sien. Et que justement, à l'heure des élections, chacun va courir pour convaincre l'électeur qu'il a le meilleur programme. C'est pour ça que le peuple tchadien doit comprendre qu'on est en temps de turbulence, en temps de guerre, et taire nos dissensions internes. La France a intérêt à ce qu'il y ait des guerres en Afrique. Elle a même intérêt à susciter des guerres et des insurrections. Parce que déjà, s'il n'y a pas d'insurrection, s'il n'y a pas de guerre, ils ne peuvent pas écouler leurs armes. Parce qu'ils sont fabricants d'armes, ces pays-là. Les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, ils vendent des armes. S'il n'y a pas de guerre, ils ne vendent pas leurs marchandises. Et le terreau naturel, selon eux, pour écouler leurs marchandises, c'est l'Afrique.
Il faut donc financer les compatriotes pour essayer d'engager des rébellions qui vont déstabiliser nos pays, ce qui leur permet de bien piller. Il y a des accords même, on va dire, de protection, où des zones, quand ils suscitent un groupe de rebelles, ne sont jamais touchées. Rappelez-vous de l'histoire entre Lissouba et Sassou, dans les années 97. Il y avait la guerre à Brazzaville et partout, sauf à Pointe-Noire, où il y avait la société française de pétrole, où on exploitait le pétrole. Il n'y avait pas de guerre là-bas. Parce que il ne faut pas que, quand il y a la guerre, qu'on empêche les gens de piller tranquillement. Et ça fait partie des accords. Nous devons le comprendre, ça. La France ne gère pas, ne regarde pas dans les mêmes intérêts que nous. Jamais, jamais, jamais. Et nous devons absolument défendre nos intérêts, nous Africains, Camerounais en particulier, Tchadiens dans le cas d'espèce. Donc, la population doit être formée, comprendre que, j'ai vu qu'on brûlait le drapeau français, en Djamena d'ailleurs, qu'on manifestait contre la France. Parce que il y a des sursauts patriotiques qui commencent à émerger. Et les gens commencent à comprendre que la cause de leur malheur, c'est sûrement la France. Donc, ils doivent être patients. Et la patience, c'est le temps où il y a des tumultes. Il ne faut pas laisser l'ennemi entrer dans la maison. Si le loup entre dans la maison, il mange tout le monde. Donc, chamaillons-nous, discutons, disputons si nous voulons. Mais là, il y a danger. Il y a des rebelles. Il y a des insurrections suscitées par qui de droit? Parce qu'on veut piller encore davantage l'Afrique, parce que Idriss Déby était un insoumis, il faut bien le dire, même si de fait, il coopère avec la France, parce qu'il ne peut pas faire autrement non plus. Hein. Mais les populations africaines et tchadiennes, dans le cas d'espèce, vous avez raison d'y faire allusion, doivent être patientes, doivent être imprégnées de sagesse et de comprendre que notre pays doit survivre à tout ça. Et si nous commençons à manifester contre un gouvernement qui gère la guerre, vous voyez qu'on est doublement coupable, parce que d'abord on est tchadien, et qu'on empêche ce gouvernement de transition, futur de transition, de s'occuper des choses urgentes. L'urgence, c'est la paix, l'urgence, c'est la sécurité. Et ceux qui manifestent à un moment où leur pays fait face à des hordes barbares venus de l'extérieur, sont totalement irresponsables. Et je ne peux pas l'accepter. Je suis totalement pour le droit de manifester. Moi qui vous parle, j'en ai été victime, par exemple. Mais je continue de faire confiance à mon pays, à l'armée de mon pays, à la police de mon pays. Parce que je considère que l'acte isolé de quelques éléments égarés dans un corps de métier ne peut pas vous permettre de jeter l'opprobre sur un métier, sur une corporation ou sur un corps. N'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je demande aux Africains, aux Tchadiens en ce moment, de se garder, de dénigrer le gouvernement, de se garder, de s'affronter à leur gouvernement, parce que l'ennemi veut ça. L'ennemi veut la distraction pour pouvoir avancer et vous détruire, vous. Et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu de sagesse. L'Afrique a besoin d'être elle aussi debout. Et apparemment, on en est encore loin. Mais il faut que l'Africain comprenne que notre salut ne viendra que de nous-mêmes. D'accord. On les attendait en grande pompe, les successeurs naturellement des délégués du gouvernement. Ils ont été élus il y a de cela un an. Quel impact? On revient au Cameroun pour en parler juste derrière la transition.
Retour sur le plateau du Grand Débat, vous suivez l'actualité, le décryptage de l'actualité grandeur nature sur les antennes de la plus républicaine des télévisions Camdis. Je vous l'ai dit, on les attendait en grande pompe, les successeurs des délégués du gouvernement. Ce sont les maires de ville élus il y a un an. Alphonse Moussi, quels étaient leurs rôles prépondérants? Les maires de ville, est-ce qu'ils devraient assurer la continuité du travail qui avait déjà été effectué par les délégués du gouvernement ou alors ils avaient un cahier de charges différent? Oui, je pense que les délégués, les super maires, comme on les appelle, ont remplacé les délégués de la communauté urbaine. Et c'est un peu difficile de juger un travail en un an. Ah bon, Puisque, vous trouvez un an? On ne oui, peut pas faire c'est une évaluation? une évaluation d'une grande ville comme Yaoundé, Douala en un an, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que Je vous trouve un peu trop léger pour lorsqu'on un arrive, parti politique de l'opposition au je Cameroun. vais vous expliquer. Hein. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive, on est super maire, on trouve quand même un certain nombre de dossiers sur la table pour gérer. Je pense pas que, lorsque vous parlez de continuité, c'est vrai, il y a continuité parce que le nouveau maire ne viendra pas recasser Yaoundé pour en construire une nouvelle ville. Mais la continuité a d'abord un temps d'observation, le temps de connaissance des dossiers. Parce que la plupart, peut-être, n'étaient pas dans le bain auparavant. Donc, quand ils arrivent, ils prennent assez de temps pour mettre en place leur politique d'urbanisation. Peut-être, pour ne pas dire qui ne part pas à l'encontre de l'ancien délégué du gouvernement, mais il doit mettre sa propre politique pour commencer à avancer. Donc je pense qu'il est difficile peut-être en 12 mois de juger le travail de ces nouveaux élus. Alors Célestin Diamène, avant les délégués du gouvernement étaient nommés par le président de la République. On accusait la conservation du pouvoir par l'exécutif. On accusait le chef de l'État de concentrer le pouvoir sur lui. Il a décidé maintenant de décentraliser. On a commencé le processus on a continué même le processus de décentralisation avec l'élection telle que le prévoyait la constitution des maires de ville. Alors, jusqu'aujourd'hui, on a comme impression que rien ne bouge. Et ce n'est pas moi qui le dis, le constat est fait, la population en parle. Quels étaient en réalité le cahier des charges, les cahiers des charges assignés à ces maires de ville qui différencient peut-être des cahiers de charges des délégués du gouvernement? Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'un an, c'est un délai qui n'est pas raisonnable pour juger les choses. Mais je pense que il devrait quand même avoir au jour d'aujourd'hui, après après un an de la mise sur pied de la nouvelle structure, n'est-ce pas, un frémissement. Un frémissement, c'est-à-dire des signes avant-coureurs d'une éventuelle, entre guillemets, révolution dans nos villes et villages. Ce n'est pas le cas. Je crois qu'on peut mieux faire en matière de décentralisation, qui a demeuré jusqu'aujourd'hui théorique. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé pour la première fois de la décentralisation au Cameroun dans la Constitution de 1996. Article 1er de la Constitution, rappelez-vous la modification, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Un État unitaire décentralisé. Donc ce mot entre dans le texte de la Constitution en 1996. Depuis lors, nous attendons une décentralisation effective, on n'y est pas encore. Parce que certains ministres pensent qu'ils ne peuvent pas transférer, se délester de leur pouvoir sans en subir le préjudice, comment dirais-je, financier, alors que le chef de l'État a bien défini qu'il faut transférer pas seulement les compétences, mais également les moyens, n'est-ce pas, financiers aux mairies et aux régions. Aujourd'hui, je suis désolé de comprendre que les délégués du gouvernement, qui étaient déjà des super-maires, mais sauf qu'ils étaient nommés, la seule différence, en fait, aujourd'hui, ont été relayés, succédés par des super-maires, en apparence élus, mais quand on connaît les méthodes de la discipline des partis, on se rend bien compte que ce n'est pas vraiment une élection. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais c'est une élection quand même. C'est oui, le président de la République qui a décidé. C'est apparemment une élection. Non, je veux dire que, en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que les maires qui sont malgré tout installés, et les conseillers, les présidents de conseils régionaux, fassent leur travail. Je vois qu'il y a encore des quartiers entiers à Yaoundé et à Douala qui ne sont pas éclairés la nuit. C'est quand même pas normal. Une ville est belle la nuit. Une ville est belle la nuit.
À l'époque, on faisait des cartes postales, vous voyez, quand les lumières brillaient et tout, etc. Donc, en plus, ça évite l'agression la nuit, les prostitutions un peu intempestives et tout. Et donc, il faut éclairer. Les accidents même, pourquoi pas d'ailleurs. Il faut au moins déjà commencer par éclairer les villes, les quartiers. Premièrement, ce n'est pas fait. Est-ce que les drains, en période pluvieuse, ont évolué? Je ne pense pas. Aujourd'hui, encore, les pluies commencent à Douala. J'y viens. Je suis arrivé ce matin. Et donc, il y a encore des problèmes de drains à Douala, malgré, depuis des années, depuis 2007, qu'on a instauré ces délégués de gouvernement qui faisaient office de maire, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé? Avec beaucoup d'efforts, je ne vois pas ce qui a changé, honnêtement. Sauf que le maire, en apparence, est élu. Donc, je crois qu'on peut faire mieux que ça. Regardez, par exemple, on avait dit qu'il y aurait une révolution. Les secrétaires généraux des mairies, n'est-ce pas? Moi, je parle en tant qu'élu, en tant qu'ancien élu, n'est-ce pas? Sont nommés par le gouvernement. OK. Mais avec le nouveau code des collectivités décentralisées mis en place en décembre 2019, on avait pensé qu'il y aurait au moins à ce niveau un changement. C'est-à-dire que les secrétaires généraux, puisque nous sommes dans le cadre d'une vraie décentralisation, seraient issus de la nomination des maires. Parce que c'est l'élu, le maire. Le maire doit pouvoir être en mesure de nommer son receveur municipal, quand même, et son secrétaire général. Pourquoi ils viennent du pouvoir central? Moi, je pense qu'on peut faire mieux que cela. La République vous parle de la décentralisation. Il faut qu'elle devienne réelle, effective. Sinon, nous ne sommes plus dans la République. La République, c'est les valeurs, c'est des textes. Tout au moins en temps ordinaire, on n'est pas dans le cas du Tchad quand même. Les institutions fonctionnent au Cameroun. Il faut donc les appliquer. Qu'est-ce qu'on entend par décentralisation? C'est le transfert de compétences et des moyens. On peut même y rajouter la redevabilité sociale. Les acteurs de la décentralisation doivent rendre compte. Le ministre Obama doit s'illustrer de manière encore plus positive, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il soit un acteur du renforcement de cette décentralisation. Il a été créé, nommé, parce que le chef de l'État a voulu justement qu'il y ait tout un département ministériel dédié à la cause de la décentralisation. On ne peut pas avoir créé un ministère, tout un ministère pour la question, et que le ministre s'amuse. Non, je crois que nous avons intérêt, ne serait-ce que pour désamorcer certains conflits sociaux, locaux, de mettre en place, de donner le plein pouvoir aux maires et aux conseillers régionaux. Il ne faut pas qu'ils soient totalement liés au pouvoir. Ils ne sont pas indépendants, bien entendu, on est dans une république. Ils sont juste les gestionnaires de leur région. C'est tout. Parce qu'ils sont censés mieux maîtriser les problèmes de leur région, de leur localité. Donc, on avait dit qu'on aurait les 15% de la recette de l'État, des recettes de l'État dédiées aux communes et aux régions. Où sont les 15%? Je ne vois pas trop. Donc, en vérité, il y a un gros problème d'arrimage entre les textes et la réalité. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est capable de faire mieux. On est capable de nous diriger vers une vraie décentralisation. Les maires doivent avoir les pleins pouvoirs, tels que définis par le Code général des collectivités territoriales décentralisées. C'est ça la République. On ne peut pas écrire des textes pour s'asseoir dessus. Non, honnêtement, on a intérêt à ce que l'État se délaisse de certains. Écoutez, je veux créer une crèche dans ma commune. Je veux aménager un nouveau cimetière parce que le premier est saturé. Je veux créer une école de boxe, etc. Et il faut que j'ai les pleins pouvoirs pour le faire. Si je veux créer un forage à Bonateki, ou je sais pas moi, à Etambafia, non, disons, des Yaoundé, le pouvoir ne viendrait pas. La décision viendrait des habitants de Bonateki. C'est le maire qui vit là-bas, à Douala Premier en l'occurrence, qui peut savoir quels sont les besoins des populations. Yaoundé ne peut pas rester et dire qu'il faut un forage en Diki, il faut un forage au Bala. Ce n'est pas possible, parce qu'ils ne connaissent pas les réalités du terroir. C'est pour ça qu'on a inventé la décentralisation. C'est pour renforcer le développement local, la démocratie locale, la proximité. En fait, le maître mot, c'est la proximité. L'État est beaucoup plus efficace quand il délègue ses pouvoirs aux collectivités territoriales. C'est ça l'enjeu de la loi. Et ça, c'est l'enjeu du développement intégré. Et que vous maîtrisez votre région, je maîtrise la mienne, lui il maîtrise la sienne,
Et il y a un pouvoir central qui donne les moyens pour cela et qui régule. Le pays monte, avance. Si le ministre veut retenir le frein à main, ça ne peut pas évoluer. Donc il faut absolument que les ministres comprennent que la politique du gouvernement, définie par le chef de l'État, doit être appliquée pour le meilleur du Cameroun. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, Alphonse Moussi, Célestin Diamène pense naturellement que les ministres sont un frein parce qu'ils refusent de transférer un certain nombre de compétences. Alors, quand même, du côté des mairies, des villes, c'est pas comme si c'était un nouvel organe qui est né, c'est pas comme si c'était une nouvelle structure qui est arrivée. On a eu les délégués du gouvernement qui ont commencé, ça devrait être une succession. On ne devrait pas avoir de problème au niveau du financement, pardon. C'est pas les rebelles, hein, je suppose. Je m'excuse. Sur le plateau du grand débat, toutes nos excuses pour cette interruption indépendamment de notre volonté. Alors j'étais avec vous, Alphonse Moussi, ça ne devrait forcément pas être un blocage parce que les maires de ville continuent simplement le travail qui avait déjà été fait par les délégués du gouvernement. Ça suppose que même au niveau financier, il y avait déjà une structuration des fonds. Mais vous constatez avec moi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les délégués du gouvernement ont été là et nous connaissons tous le résultat de leur travail, de leurs travaux qu'ils ont effectués. Maintenant que les super-maires sont arrivés, peut-être qu'ils attendent encore, moi je peux le dire, hein, parce que c'est vrai, vous allez dire que l'UPC c'est un parti d'opposition, mais on ne peut pas acculer des gens en sachant qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Lorsqu'on fait le transfert du pouvoir dans des mairies, dans des communautés, il faut accompagner ces transferts des moyens et leur donner l'opportunité de travailler. Parce que par exemple, il a pris un exemple, Célestin a pris un exemple tout à l'heure. S'il faille que dans mon village là-bas pour creuser un puits d'eau, l'ordre vient du ministre, du ministère, c'est un peu difficile. S'il faut créer un lycée, moi je pensais que dans la décentralisation, c'est le maire qui constate que dans tel village, les populations ont besoin d'un lycée. Et il fait signer une note qu'il adresse peut-être au ministère tutelle pour l'ouverture des lycées. Mais je ne pense pas que c'est ce qui se passe actuellement. On a comme impression que rien ne tourne depuis, ça n'avance pas. Les maires, est-ce qu'ils ont des moyens? Est-ce que les communes ont des moyens pour accentuer le développement? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont les mains libres pour prendre des décisions dans leur commune? Point d'interrogation. Et donc vous constatez avec moi que
ce problème de décentralisation est encore un peu... Quand vous dites qu'est-ce qu'ils ont les mains libres, est-ce qu'ils sont liés aussi? Bon. Il y a quand même des trucs basiques que les maires devraient faire. Oui, mais pour, par exemple, comment je vais dire, je vais prendre un exemple. Pour décider que dans ma commune, je dois avoir telle société, je pense que ça passe par des études. Mais est-ce que les maires ont ce pouvoir de décision dans leur territoire? Point d'interrogation. Il a parlé tout à l'heure du problème des ministres qui ne veulent pas élargir ou alors suivre l'ordre donné par le président de la République. Il faut libérer les énergies, il faut libérer les moyens pour que les communes puissent se développer. Sans moyens, sans prise de position, est-ce qu'ils vont arriver à bout? Je ne pense pas. Donc je pense que la décentralisation n'est pas encore très effective, peut-être sur le papier. Vraiment peut-être sur le papier. Mais lorsqu'on voit le fonctionnement de nos communes, de nos communautés, on se rend compte que peut-être les titres ont changé. On est parti du délégué du gouvernement au maire. Peut-être le mécanisme de cette position a changé. Mais est-ce que la méthode, la méthodologie de la pratique a changé? Je ne pense pas. Jetez un peu un coup d'œil dans nos routes à Yaoundé, dans nos rues. Parfois tu marches, on ne dirait pas que tu es en ville. C'est comme si tu sortais d'une broussaille, je ne sais pas, vers un pantalon mouillé et autres. C'est un peu difficile. Et je pense que lorsqu'on vous nomme maire, le maire doit être un ressortissant d'une localité. Et vous pensez que votre fils de la localité peut accepter, s'il a les moyens, que vous souffrez, que ses grands-mères, ses grands-parents, ses frères et sœurs souffrent? Je pense que c'est un peu délicat. Donc moi je me dis qu'ils n'ont pas encore la politique de leurs moyens. Et je pense que les autorités doivent revoir leur manière. Selon Ou vous, alors... à quel moment, selon vous, je vous relance, selon vous, à quel moment ils devraient avoir la politique de leurs moyens, comme vous dites? Non, mais la décentralisation doit être directe. Depuis 1996, on a traîné. Et si nous parvenons aujourd'hui à mettre la structure ou les structures en place pour gérer la décentralisation, alors est-ce qu'il faut encore attendre? Pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? On doit mettre le pied sur la pédale pour que ça avance. Si c'est un problème de moyens, si c'est un problème de transfert de moyens, il faut ouvrir ce qui bloque pour que ces élus aient des moyens pour développer leur communauté. D'accord. Alors, Célestin Diamène, Alphonse Moussi a évoqué tout à l'heure le problème des routes, des infrastructures routières, mais est-ce que c'est pas chacun a son rôle à jouer? Le conseil régional a son rôle à jouer, les maires d'arrondissement ont leur rôle à jouer, les maires de ville ont leur rôle à jouer. Est-ce qu'on devrait seulement s'attarder sur les infrastructures routières pour effectivement dire que voilà, les maires de ville ne font pas leur travail? Est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Mais si on s'attarde sur les infrastructures routières, c'est bien parce que le problème existe. On ne peut pas le balayer d'un revers de main. Quand vous sortez dans la rue, vous avez des trottoirs envahis, par exemple, par les garagistes, avec le respect que j'ai pour eux, ou par les marchands de je ne sais quoi. Ça pose un problème de salubrité de la ville. Les piétons doivent pouvoir marcher en ville. C'est bon pour la santé de marcher. On ne peut plus marcher à Yaoundé ou à Douala parce que les piétons, les trottoirs sont envahis par les personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Le pire, c'est que ces femmes qui vendent dans les trottoirs, elles ont des tickets. Je ne sais pas les tickets de quoi, mais elles ont des tickets. Et c'est pas normal. C'est la voie publique quand même. Et les gens ne marchent plus assez. Taxi, moto, voiture. Et c'est comme ça qu'on crée des rhumatismes chez les gens. Il faut marcher. Il n'y a pas de salles municipaux dans nos communes, dans les arrondissements. Et la santé d'un peuple, c'est important aussi de faire du sport. Les gens sont obligés de marcher sur le goudron parfois, de faire du sport sur la route. Mais où sont les maires élus? Et puis, je vais aller encore au fond des choses. Il y a un problème philosophique, je dirais. Parce que on dit que la République est indivisible. Or, on nous dit que les maires des super-maires doivent être issus de la région. C'est-à-dire, on parle de l'autochtonie.
Mais c'est complètement antinomique. Quand on dit que la République est un et indivisible, ça dit que Joël, Alphonse, s'ils décident de s'installer à Garoua, ils sont chez eux. Au Cameroun. Ils sont chez eux. C'est-à-dire que Joël et Alphonse sont en mesure de diriger Garoua, s'ils aiment Garoua. S'ils ont choisi de s'y installer. On ne peut pas faire valoir à Joël ou à Alphonse qui ne sont pas nés à Garoua. Puisqu'on parle de république. Maintenant, je comprends ce que les gens veulent faire. Parce qu'en vérité, si vous considérez que dans le mental, le logiciel d'un Camerounais, il place la tribu avant la République, je peux comprendre qu'on parle d'autochtonie. Mais si à la maternelle, un enfant de 4 ans, on lui apprend qu'il est d'abord Camerounais, il va grandir avec l'idée qu'il est d'abord Camerounais. Donc il est partout chez lui. Donc on ne pourrait pas faire valoir l'idée d'autochtonie puisqu'il est partout chez lui. Puisque la République ne reconnaît qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. La République du Cameroun ne reconnaît qu'une seule communauté. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas fier de nos régions, de nos villages. Attention. Mais nos tribus doivent rester dans le carcan culturel. C'est une richesse. La culture des régions. La chance du Cameroun, c'est qu'on a beaucoup de tribus. Qu'on a beaucoup de cultures ou de sous-cultures qui viennent faire la particularité du Cameroun. Mais quand on parle des choses de l'État, le citoyen camerounais est le citoyen camerounais. Si Joël, si Alphonse veulent diriger Bafoussam, veulent s'installer à Bafoussam, ils sont chez eux à Bafoussam. On ne peut pas leur faire valoir qu'ils ne sont pas de Bafoussam, puisqu'ils sont camerounais. Donc, évidemment, ça dépend comment on adresse nos enfants. Si on les adresse en disant que votre village est plus important que le pays, évidemment, ils ne vont pas supporter qu'un garde de l'Est vienne diriger Bafoussam. Ils ne vont pas le supporter. Parce qu'on leur a appris que leur village est plus important que la République. Pourquoi voulez-vous que j'ai des conflits avec vous si on était à la même école? Si vous êtes plus fort que moi, je reconnais que votre place, vous l'avez méritée. Tout ce dont il faut s'assurer, c'est que cet enfant est camerounais et qu'il veut diriger une vie camerounaise. Point. Donc, c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Les gens n'aiment pas, on n'aime pas le pays. Quand on aime son pays, on veut le meilleur dans une ville pour la diriger. Vous êtes sûr que les maires des villes, les supermandats sont les plus compétents de la ville? Et c'est les plus amoureux de leur ville? Je ne pense pas. Il y a un problème philosophique à la base. On doit introduire le système d'instruction civique à la maternelle. Et chaque matin, on doit chanter l'hymne national camerounais, même à la maternelle. Et chaque Camerounais doit grandir avec l'idée qu'il est d'abord Camerounais. Nos villages, on les respecte parce qu'on est africains, parce que c'est une source de culture pour l'Afrique, pour le monde. Mais la République est sacrée. On ne peut pas jouer avec les fibres autochtones, alors même qu'on est à l'intérieur du Cameroun. Si tu veux diriger Yaoundé, on se fout pas mal que tu sois de Yaoundé. On veut que tu aimes Yaoundé et qu'au bout de 5 ans de mandat, Yaoundé soit transfiguré. À quoi ça vous sert d'avoir un maire né à Yaoundé, grandi à Yaoundé, et de Yaoundé, de l'ennemi, on va dire, du centre, mais qu'au bout de 3 mandats, laisse votre ville dans la ruine, dans la catastrophe. Ça ne vous sert strictement à rien. On veut que le Cameroun, bien sûr, il y a un problème ethnique au Cameroun, je suis d'accord. Mais notre rôle en tant que politique, c'est quoi? Ce n'est pas d'aller vers le fatalisme, vers la fatalité. C'est de dire que tout est possible. La République peut faire évoluer les mœurs. Les lois font changer les mœurs. Moi, je plaide pour une République totale. Là où je m'installe, il y a Yaoundé, à Obala, à Bafia, à Bafoussam, en Gaoundal, en Manfé ou en Gaoundéré. Je suis chez moi. Je peux même faire valoir mes droits politiques là où je suis installé. Vous pensez que, regardez par exemple la Californie, il y a un Autrichien d'origine, il y a un monsieur d'origine autrichienne qui a gouverné la Californie pendant des années. Le maire de Londres n'est pas anglais de naissance, il est pakistanais de naissance, n'est-ce pas?
Ce qui importe pour les Londoniens qui votent, c'est savoir que ce type-là, il peut être la bonne personne pour la ville. Quand on aime sa ville, quand on a les outils pour diriger sa ville, je vous assure qu'à l'issue du mandat, ça laisse des traces positives. Donc c'est ça aussi à la base de la décentralisation, parce que les gens, on les met là par carriérisme. En fait, ils ne sont pas corps et âme là pour bâtir leur ville. Il faut absolument mettre sur pied des mécanismes humains fondamentaux qui font qu'à l'avenir, celui qui sera élu maire de la ville, c'est celui qui a fait ses preuves ou celui qui a le meilleur programme. Nous allons vers une république intégrée et intégrale. Je suis un partisan farouche des valeurs de la République, quoi qu'il arrive. Donc il faut déjà effacer l'autochtonie dans ces histoires et éduquer. Nous, c'est foutu pour nous, puisqu'on est imprégné de la tribu et tout, même si on fait des efforts. Il faut donc pour l'avenir, à l'école primaire, dire aux enfants qui sont camerounais d'abord, qui sont camerounais d'abord, au point que on verra un maire Sawa de Garoua, un maire Munda de Bafia, un maire Babouté à Yaoundé, etc., etc. On veut le meilleur. Quand vous avez un problème judiciaire, vous ne voulez pas un avocat, Betty, Bamileke ou Bassa ou je ne sais pas quoi. Vous voulez un avocat, bon, capable de vous faire gagner un procès. Vous êtes malade, c'est la même chose. Vous voyez le meilleur médecin, le meilleur chirurgien, c'est la même chose. Vous voyez le meilleur maire, qu'est-ce qu'il propose comme programme? D'où vient-il? Qu'a-t-il pu faire dans le passé? Qu'est-il capable de faire au bout de 5-10 ans? Qu'est-ce qu'il aura laissé comme héritage dans votre ville? On veut voir la ville plus brillante, plus forte, où il y a plus de recettes. La péréquation qu'on a mise en place, par exemple pour les maires, pour les mairies, c'est-à-dire que les villes les moins riches bénéficient de l'argent des villes les plus riches. On répartit. Je crois qu'il faut sortir de cette logique d'assistanat. Même les villes pauvres peuvent créer de la richesse. C'est des investissements. Si je sais convaincre les investisseurs de venir chez moi, de faire implanter des entreprises, ils vont créer des recettes fiscales pour moi. Et il faut définir qu'il y a des recettes locales qui doivent rester dans la localité. C'est-à-dire pas monter à Yaoundé d'abord et à travers le FECOM, revenir dans nos communes au compte-gouttes, parce qu'on appelle les centimes additionnels communaux, qui sont d'ailleurs pas reversés de manière régulière. Il y a un problème. Les centimes additionnels communaux posent un problème. Elles ne sont pas, qui sont souvent issues des recettes locales, mais qui montent d'abord à Yaoundé, on le redescend. Ils ne sont même pas appliqués, versés régulièrement. Donc ça pose un problème. Comment voulez-vous que les communes se développent et qu'on aille vers une vraie décentralisation, soit dit en passant, effective? Elle n'est pas effective. Pas parce que on n'a pas mis en place des textes pour, comment dirais-je, décliner le canevas, mais parce que les ministres ne veulent pas respecter la ligne politique définie par le chef de l'État, par le Premier ministre. Si les ministres comprenaient la philosophie de leur ministère, il faut se délester. Les maires s'occupent des écoles primaires et des crèches, tout ça, les centres de santé intégrés. Les lycées, on laisse ça peut-être aux régions. Hein? Les cimetières qui ont une vocation départementale ou régionale. Mais ce n'est pas forcément la faute au ministre, hein, parce que je connais quand même, du côté de Douala 1er, je crois qu'il y a eu ce cas-là, avec le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, je crois que c'est Lengue Malapa, oui, qui est en porte-à-faux, un problème avec, je crois, le sous-préfet, ou le préfet, quelque chose comme ça. Il y a une autre qui a circulé quand même sur les réseaux sociaux, où les autorités ne s'entendaient pas. À ce niveau, on ne peut pas accuser les ministres. Oui, parce que les autorités doivent respecter les textes. Quand on dit que le marché central a une vocation, on va dire, départementale, c'est donc le maire, le super-maire qui doit s'en occuper. Et les marchés locaux, du quartier, là, c'est les maires d'arrondissement. Il faut mélanger non plus les choses. Les textes sont clairs. Les gens vont dans des conflits inutiles, mais il doit y avoir un arbitre qui doit rappeler à chacun son travail. Un marché du quartier n'est pas un marché central, qui doit relever, je crois, au minimum du maire, du super-maire de ville. De toute façon, avant c'était le délégué du gouvernement.
Mais là, ils ont remplacé, les super maires de ville ont remplacé les délégués du gouvernement. Donc ça veut donc dire que les routes départementales, les routes nationales, ne relèvent pas des maires d'arrondissement. Comprenez? Les maires d'arrondissement, selon le texte, le livre vert sur la décentralisation, s'occupent des crèches, des écoles primaires et maternelles, entre autres. Ils ne peuvent pas s'occuper des lycées, par exemple. Chacun doit respecter son... Et puis, je parle des ministres parce que, vraiment, le Cameroun a les meilleurs textes. Le nouveau code général de la décentralisation, mais c'est un texte qui est fourbi de merveilles juridiques. Appliquons-les. Il faut arbitrer, il faut dire voici vos attributions, monsieur le maire. Voici vos attributions. Le préfet n'a rien à voir dans les histoires, dans la politique pratiquée par le maire. Le maire est élu, par définition. Le préfet représente dans le département le chef de l'État. Donc il s'occupe de la loi républicaine. Si vous inventez un mauvais budget, ou si vous ne respectez pas les canons du budget, du compte administratif, le préfet est là pour vous rappeler la légalité républicaine. Il n'est pas là pour vous inspirer sur le montant du budget ou sur la manière de gérer votre commune. Non, le préfet est là pour dire que ça transgresse la loi. Pardon. C'est son rôle. Le préfet est là pour le maintien de l'ordre et des équilibres républicains. Il a donc un contrôle non pas d'opportunité, mais un contrôle de légalité. Le maire a battu campagne. Donc, il a fait des promesses politiques pour changer sa commune. Mais ce n'est pas au préfet de faire respecter la politique promise par le maire à ses populations. Non, le préfet est nommé. Peut-être pour 3 ans, pour 4 ans, pour 5 ans, je ne sais pas. Mais il n'est pas là pour s'immiscer dans la politique du maire telle qu'il a définie dans sa campagne électorale. Puisque le maire était élu. Et la loi, la constitution dit que il faut transférer les compétences et les moyens. C'est une obligation légale. Et ça doit être respecté. On ne mélange pas les marchés locaux du quartier et les marchés centraux. Pas plus qu'on mélange les ruelles de quartier et les départementales. Ou mieux encore la route nationale. Ce n'est pas la même chose. Les gens veulent créer des conflits pour rien. La question c'est que, quand il y a des conflits, y a-t-il un arbitre? Qui est l'arbitre? Et pourquoi on ne siffle pas la fin de la récréation? C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Voilà. Alors, de toutes les façons, on y reviendra dans nos prochaines éditions. Peut-être le temps qui nous permettra de faire un véritable bilan que vous estimez ne pas être le moment maintenant, le moment propice, hein, Alphonse Moussi. Peut-être, selon vous, on pourrait faire le bilan à quel moment? Après 5 ans? Oui, puisque tout travail a besoin du temps pour être évalué. Parce qu'il y a une période d'évaluation. Et je pense que les super maires et les nouveaux élus, dans ce nouveau système, si je peux le dire, de décentralisation, viennent d'être installés. Et donnons-leur encore du temps pour voir ce qu'ils peuvent donner comme évolution dans notre pays. Sauf que quand le chef de l'État est souvent nommé, est souvent élu, je vais dire, après 1 an, on commence à se poser des questions. Il avait dit qu'il va faire ça, il n'a pas encore fait ça et tout. Et oui, dire que qu'on leur donne encore de temps ne veut pas dire vraiment qu'ils doivent rester pendant toute une année, pendant des mois sans rien faire. Parce que chez nous, on dit, il y a un adage chez moi qui dit que le cadavre qui se réveille, on peut le reconnaître par le mouvement de ses yeux. Donc vraiment que ces nouveaux élus nous démontrent, qu'ils essayent de nous démontrer quand même qu'ils tiennent à leurs promesses qu'ils ont faites pendant la campagne électorale. On revient à l'ancienne méthode, hein, où c'est le chef de l'État qui nomme les bilans à mi-parcours, c'est pas interdit. On faisait un bilan même pour 6 mois si on veut. Hein. Naturellement. Mais je veux dire que 5 ans, c'est la fin du mandat, c'est déjà trop tard. Je pense qu'il faut donc, avec la tolérance du temps, 6 mois c'est très court, 1 an c'est pas encore ce qu'il faut, mais 1 an et demi, 2 ans, on peut déjà faire un premier bilan. On voit à peu près ce que le maire est capable de faire, parce que on a envie des bilans à mi-parcours pour savoir vraiment où on va. Si on attend 5 ans, ben c'est le mandat, c'est fini. Le mandat fini. Le vote va le chasser s'il a mal fait, ou va le maintenir s'il a bien fait. Donc c'est ça un peu l'enjeu. Les mandats à mi-parcours sont utiles
pour la population, pour savoir qu'est-ce qui avait été promis en campagne et qu'est-ce qui a été réalisé et à quel moment. Vous voyez? Parce que si on attend 5 ans, ben, le mandat est terminé, on ne peut plus faire grand-chose. On n'a plus que l'urne, le bulletin de vote pour le chasser. Donc il ne faut pas attendre 5 ans non plus. Hein? Moi, je dis qu'il faut laisser la liberté aux maires. C'est pour ça qu'on a inventé en 1996 la décentralisation. C'est très important. Ça permet un peu au pays de se développer. C'est-à-dire qu'on invente la proximité. Si vous habitez un quartier pour battre campagne, moi je vous mets comme chef de quartier et comme chef de campagne dans ce quartier-là parce que vous maîtrisez vos gens là-bas. Je ne connais pas, moi qui suis directeur de campagne nationale, forcément, comment se comportent les électeurs du coin. C'est pareil pour la décentralisation, c'est-à-dire qu'on a misé cette philosophie sur la proximité pour développer localement chaque village. C'est ça le secret en fait. Si maintenant le maire n'a pas les moyens, ou s'il est étouffé par des questions politiciennes, ou s'il est le préfet, l'accule, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, le développement est bloqué. C'est aussi bête que ça. Hein. C'est-à-dire que le maire ne peut rien faire. Ok, il est élu, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas faire ce pourquoi il a été élu. Donc l'élection ne sert à rien dans ce cas-là. Et les populations qui attendaient de lui, qui ont assisté aux campagnes électorales, qui ont applaudi aux nouvelles mesures, promesses faites par le maire, mais elles n'auront plus finalement que leurs yeux pour pleurer. Donc je dis que vraiment, si on aime ce pays, il faut que les ministres comprennent. Parce que les textes sont là. Les textes sont vraiment là. Transférer les compétences. Les ministres ont beaucoup à faire. Ils ont des grands plans nationaux, ils ont des grands projets nationaux, quoi. Hein, c'est ça qui doit intéresser les ministres. C'est pas le prélèvement fiscal qui est fait sur le marché du quartier. Ça ne doit pas l'intéresser, ça. Il doit s'intéresser aux projets nationaux. Le président de la République lui a confié un département qui s'en occupe des grands enjeux de sa politique. Hein? Le maire en bas fait son travail et le pays avance. À 20h ce soir, le journal grand format de Camdis Télévision sera présenté par Claude Maillot. Et puis dès demain lundi, le grand format de l'actualité de Camdis Télévision, le 20h, sera présenté par Désiré Trésor Mbouné. Restez en compagnie des programmes de la plus républicaine de télévision Camdis. Bien le bonsoir.